Je suis donc très heureuse d'être parmi vous, en particulier dans l'optique du travail que vous faites, à savoir cette tentative, et c'est réussi probablement, le passage de collège à lycée, qui sont des passages délicats, on le sait, et donc je serais ravie d'essayer de voir avec vous de quelle façon on peut ajouter peut-être à ce que vous avez déjà trouvé, travaillé, expérimenté, etc. Et les exemples et tout ce que nous allons voir et peut-être discuter ensemble se présentent comme un travail, et non pas comme aucune prescription d'aucune sorte, bien évidemment. Et par ailleurs, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, au contraire, si ça évoque chez vous, comment dirais-je, un argument supplémentaire, ou au contraire une objection, ou ce que vous voudrez. Alors voilà, en début d'année scolaire, comme vous le savez, il y a toujours des quantités d'émissions de télévision, de radio, et au cours d'une de ces émissions, il y a le sociologue bien connu François Dubet qui m'apporte, pour mes conférences, c'est pas la première fois que je l'utilise, qui m'apporte une introduction absolument formidable. Alors, il discutait avec Bernard Kunz, qui est professeur de lettres et président du syndicat national des collèges et des lycées, vous connaissez peut-être son nom, qui disait, si on veut adapter l'enseignement, il faut s'arranger pour ne pas produire à l'entrée en seconde, une situation où 30% d'élèves sont incapables de bénéficier des enseignements qu'on va leur dispenser. D'où la nécessité de diversifier leur parcours. Alors, les événements ont l'air de montrer que c'est bien vers ça qu'on est en train de se diriger. La réponse de François Dubet, si on laisse cette logique s'installer, moi, je suis universitaire, je trouve que les profs de lycée ne font pas leur boulot. Les étudiants ne sont pas dignes de moi. Si je suis en seconde, les profs de collège sont pas dignes de moi. Si je suis à l'école élémentaire, les gens de l'école maternelle ne sont pas dignes de moi. Si je suis à l'école maternelle, les parents ne sont pas dignes de moi. Et si je suis parent, c'est Dieu qui n'a pas fait son boulot. Alors, Dieu, on n'en a pas besoin. Comme disait Laplace, c'est une hypothèse non nécessaire. Dans le système du monde, on n'a pas vraiment besoin de lui pour l'expliquer. Mais, en revanche, cette problématique de verticalité, elle est particulièrement évidente pour nous. En mathématiques, la verticalité, c'est évident, elle est implicite, elle est parfois explicite. Vous tentez de l'expliciter, là, comment dirais-je, en explicitant justement ce passage, en explicitant ce passage de la seconde, du collège à la seconde. Donc, c'est dans cette perspective-là que je me suis trouvée de manière assez, comment dirais-je, comme ça, par des hasards biographiques. Je me suis effectivement rendu compte, pour aller vite, que quelqu'un qui ne comprenait pas les logarithmes, le fonctionnement des logarithmes, les puissances, eh bien, très souvent, c'est à la numération que ça me renvoyait. La numération des toutes petites pièces. Donc, ce travail, je l'ai fait petit à petit, ça s'est appelé un travail, ce travail sur l'erreur-là, c'est vraiment l'effet indispensable. C'est trouvé être petit à petit absolument indissociable d'un travail d'apprentissage tout court. C'est-à-dire, ça a rendu explicite un implicite avec lequel je travaillais. C'est, si l'élève n'a pas compris ça, c'est pourquoi. Et ce pourquoi, ce qui a été comment dirais-je, la colonne vertébrale de mes interrogations, c'était de ne pas lui imputer à lui la difficulté. Donc ça fait 40 ans que je lutte contre l'expression des élèves en difficulté. Mais il se trouve qu'il y a des élèves en difficulté. Et c'est cette situation de fait, on sera dans les deux. La situation de fait, un élève est en difficulté, et la situation d'analyse, s'il est en difficulté, pourquoi? Et est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte qu'il n'y soit pas? Voilà.
vérité de la balise. Alors, donc, ce travail sur l'erreur s'est avéré être un travail tout court, c'est-à-dire l'erreur, eh bien, très vite, je l'ai entendue comme une question. Une erreur dans un travail que vous demandez à des élèves, c'est en général une réponse, c'est une réponse à votre question. Et si cette réponse n'est pas conforme, elle devient question à son tour. Ce qui fait que si on ne s'en occupe pas en tant que question, on laisse une question sans réponse. Et cette question sans réponse, elle se rigidifie petit à petit. Elle va créer un espace où il n'aura pas de sens et où cette absence de sens va engendrer des pratiques, des processus qui seront de plus en plus coupés du sens. Nous allons travailler sur deux types d'erreurs. Vous allez retrouver ce que vous disiez tout à l'heure, Josiane, à savoir des erreurs fraîches. Les erreurs fraîches sont les vraies erreurs intéressantes parce qu'elles sont absolument constitutives du processus d'apprentissage. Vous m'apprenez que le double de A plus B, c'est 2A plus 2B. Et vous me dites maintenant que le carré de A plus B, ce n'est pas le carré de A plus le carré de B. Pourquoi? Vous m'apprenez que la moitié de A plus B, c'est la moitié de A plus la moitié de B. Et vous me dites la racine carrée de A plus B, c'est pas la racine carrée de A plus la racine carrée de B. Tout l'enseignement primaire tend à mettre en place une espèce de linéarité qui brusquement est disqualifiée par le savoir qui est un second type de savoir. Il y a donc, si vous voulez, un savoir de bon sens qui correspondra par exemple éventuellement aux équations à une inconnue du premier degré, et un savoir qui est savant et qui vient ou disqualifier, ou inquiéter, ou mettre en péril ce savoir premier. Les erreurs fraîches, elles font partie de ça, c'est-à-dire qu'apporte la nouveauté comme comportement chez les élèves. Eh bien, qu'est-ce qu'elle apporte comme nouveauté? Elle apporte tout simplement le choc d'un savoir dans une cervelle qui normalement fonctionne. Et donc nous devons interroger ces erreurs de deux façons. À savoir, qu'est-ce que ça me renvoie sur la matière mathématique? Qu'est-ce que c'est que ces histoires du second degré? D'où sortent-elles? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et elle nous apporte un savoir sur la manière, c'est-à-dire la manière dont nous l'avons exposé. Donc, petit à petit, pour moi, ça a complètement changé ma pratique. C'est devenu une espèce de constant aller-retour, ce que j'appelle des allers-retours de sens. Des allers-retours de sens, ça veut dire que quand une chose est dite et qu'elle vous revient sous forme de réponse qui est éventuellement une question, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait un aller sans retour. C'est-à-dire, vous dites quelque chose et vous n'en avez pas tout simplement le travail qui consiste à se dire mais qu'est-ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, pourquoi ça a été entendu comme ça, voilà. Bon. Eh bien, en français, nous avons un verbe qui est le verbe entendre et qui veut dire deux choses. Entendre, ça veut dire ouïr avec les oreilles et ça veut dire comprendre avec sa tête. Eh bien, c'est là que, très souvent, entre la chose entendue, oui, et la chose non entendue, c'est-à-dire non comprise, qu'il y a un écart qui se fait. D'où l'importance de la langue, d'où l'importance des choses dites et des choses lues, et ce que je dis être la cohérence entre le lu, le su, le vu et l'entendu. Alors, nous allons essayer de voir ça à travers des exemples. Je ne m'étends pas plus sur la question de l'erreur sur laquelle j'ai beaucoup écrit, mais il faut savoir que l'erreur ne nous permet pas de distinguer les comportements des élèves. Elle nous permet de pouvoir distinguer
comportement d'un élève avec lui-même. Si vous voulez, l'erreur, elle est un moyen d'exploration d'un psychisme. Et d'un psychisme, c'est comme je dis, c'est comme si on injectait du mathématique dans une tête. Comment cette tête réagit-elle? Eh bien, en travaillant sur l'erreur, l'élève, il apprend à se connaître. Il apprend à connaître ses propres réactions à la chose mathématique, qui ne seront pas une question de possibilité, qui seront une question de spécificité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront entendues la veille, ou à la télé, ou à la maison, ou dans la rue, ou lues. Les combinaisons qui se font sont incroyables, en particulier, je veux dire, il y a des erreurs qui sont une combinatoire de signes, de choses entendues, de choses dites, qui sont, moi je trouve, passionnantes à analyser. Passionnantes. Ah, tu dis ça, pourquoi? Ah, tu as entendu ça? Où? Ah, bon. Autrement dit, à partir du moment où l'erreur devient quelque chose de complètement normal, faisant partie du jeu de l'apprentissage, eh bien, je vous assure que ça change énormément de choses. Que se passe-t-il si les erreurs fraîches ne le sont plus du tout? Eh bien, vous allez voir, ça devient des accumulations, ça devient des compressions d'erreurs, ça devient ce que j'appelle des Césars d'erreurs. Vous connaissez César? Vous connaissez César? Le sculpteur. D'accord. Alors, voilà. On est en terminale S. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Comment je fais monter comme ça? Voilà. Il s'agissait de trouver les limites de f d'x égale racine carrée de x4 plus, etc., en comparant à la fonction x2 de façon à pouvoir dire que, comme on connaît la fonction carrée, on peut connaître les limites de celle-ci. Vous voyez ce que ça donne? Racine carrée d'x4 plus 3, etc., plus grand qu'x2. On passe l'x2, il va se nicher sous la racine. Il y en a un en haut et un en bas. Tiens, bah, on peut les éliminer. Et puis, voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Et puis, le 3, il peut passer de l'autre côté. Et puis là, il est un petit peu resté en panne. Hein. Enfin, tout le reste, il n'a vu que ça en classe. Il n'a vu que ça en classe. Il a vu des passages, des racines qui, je veux dire, il n'a pas compris autre chose que de simples pratiques. Là, il est un peu tard et je vous avoue que, avec même ma vision la plus optimiste des choses, je pense qu'en terminale S, là, ça ne doit pas être très facile de faire réintégrer un volume de connaissances suffisant pour se convaincre. Mettons-nous dans une... Alors, là, la situation idéale, c'est évidemment le CP. Vous n'y êtes pas. Mais si, au CP, on se mettait à travailler comme ça, c'est-à-dire que la moindre erreur faisait partie du processus d'appropriation du sens, eh bien, on aurait vraiment une situation différente. Hein. Il y a plusieurs écoles qui se mettent à travailler comme ça, mais encore faut-il que le mode de travail, le programme s'y prête, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, mais dans certaines écoles où on expérimente tout ça, l'attitude des enfants est complètement transformée. Comment dirais-je, le programme PISA, que vous connaissez certainement, a remarqué une chose sur les élèves français, donc il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais là où ils disent que les élèves français ont ceci de particulier, que s'ils ne sont pas sûrs d'eux, ils ne répondent pas, tant qu'ils ont peur de se tromper, ben ça en dit long, quand même. Voilà, la crainte de l'erreur, au lieu que l'erreur fasse partie, justement, de la personnalité de l'élève. Tiens,
ça c'est encore une chose, tu vois, tu l'as déjà faite il y a quelque temps, décidément ça te tient à cœur, hein, tu penses vraiment que, bon, ou tu as la linéarité accrochée au corps, hein, tu as envie que ce soit comme ça, mais je suis désolée, c'est pas comme ça, voilà, ça change tout, je veux dire, c'est pas il est incapable de, c'est il entre dans une manière de faire qui est complètement surdéterminée par ce qu'il a appris, par ce qu'il a vu, par ce qu'il a entendu, etc. Alors, voyons un petit peu, qu'en est-il des erreurs fraîches quand elles se produisent? Eh bien, à votre niveau, collège-lycée, elles se produisent par exemple au début du collège, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, au début du collège, on a les très fameuses, dès la première année, dès les premiers mois, je veux dire de la classe de 5e, les fameuses priorités. Alors, voici copie de Eric à 1 mois d'intervalle avec priorité à la multiplication. Vous voyez, c'est la même écriture, c'est le même professeur, c'est le même type d'exemple, c'est-à-dire avec... Est-ce que tout le monde voit bien là? Non, non. Non? Vous ne voyez pas? Ben, il faut vous approcher. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? C'est pas assez haut? Là? C'est bon? Oui. Bon. Donc, vous voyez simplement, le 12 décembre 2005, il est en 3e celui-là. Et ensuite, le 12 octobre, puis le 8 novembre. Entre-temps, il y a eu des corrections, on a refait la chose, mais lui, 5 6e moins 4 6e, c'est irrésistible. 7 12e moins 5 12e, c'est irrésistible. J'ai vu dans les évaluations 2009 que vous aviez données, vous n'avez pas donné ce que j'appelle des priorités, comment dirais-je, des expressions appétissantes. Ça n'est appétissant que si vous avez 7 5e moins 3 5e. Si vous avez 7 5e moins 3 quarts, ça peut être dissuasif et ça peut être juste, pas parce qu'il a compris, mais parce qu'il y a une petite résistance là à la réduction même des dénominateurs. Bon, donc ici, complètement cédé à la tentation. Alors là, ça n'est pas du tout de la nouveauté. On va la trouver ici, la nouveauté. Alors, la nouveauté, en 85, comme en 2005, vous voyez que je travaille sur la longévité de la nouveauté. Eh bien, la petite Alice, en 85, qui est en 5e, elle a appris un petit paragraphe concernant les priorités. Quand il y a des parenthèses, on fait les calculs entre parenthèses, vous savez bien, ça prend 3 livres, on fait les calculs d'abord, etc. Eh bien, vous voyez ce qu'elle a fait. La parenthèse d'abord, 67 plus 13, on fait 23 après, ça fait 103, pas trop gênant, du fait c'est une somme. Ici, 19,5 plus 14,3, ça fait 33,8, moins 51,5. Alors, ce qu'il a dissuadé ici, c'est de soustraire, mais elle aurait su le faire, elle aurait trouvé évidemment l'opposé de ce qu'il fallait trouver. Bon. Regardons à côté. À côté, c'est la multiplication à priorité sur l'addition et sur la soustraction, sur le reste. Encore une fois, il y en a des pleines pages. Donc, oui, je oublie. Eh bien, vous voyez ce qu'elle a fait. L'énoncé, c'était 5 plus 4 multiplié par 7. Elle a écrit 4 multiplié par 7 plus 5. Elle a fait la somme, etc. Le grand C, c'était 8 multiplié par 5 plus 2 plus 4 multiplié par. Elle a écrit tous les produits d'abord. C'est-à-dire 8 multiplié par 5 plus 4 multiplié par 6, etc. Et le professeur qui lui dit, n'inversez pas sans raison. Sophie, vous qui parliez des priorités tout à l'heure, est-ce qu'elle inverse sans raison? Non, il y en a pas. Ça a un sens puisqu'on les fait dans cet ordre-là. Pour l'élève. Et surtout, puisqu'on lui dit quoi? C'est prioritaire. Voilà, l'erreur fraîche type, voilà un mot qui est nouveau dans le savoir, prioritaire.
et qui dit que quelque chose doit passer avant autre chose. Donc la chose qui doit passer avant autre chose, c'est quand il y a le signe multiplié. Donc elle écrit, tout ce qui est signe multiplié, c'est ce que j'appelle l'activisme de la nouveauté. Hein. Et vous allez voir le suivant, c'est assez rigolo, je vais lire. Recopier les expressions telles qu'elles sont, éviter une fâcheuse habitude d'inverser les termes sans raison. Il reprend l'idée de sans raison. Mais ça n'est pas sans raison. Quand on dit priorité, c'est un mot très lourd. C'est un mot lourd de sens, qui veut donc dire ce que nous venons de dire. Donc ce n'est pas sans raison. Si elle a interverti, elle ne peut pas en septembre, nous sommes en septembre, au bout de 2 semaines, c'est pas une fâcheuse habitude. Je veux dire, elle a pas, on vient de commencer, hein, les priorités. Pourquoi serait-ce une fâcheuse habitude? Ça n'est pas une fâcheuse habitude. Vous voyez, l'habitude, elle est sur le devoir lui-même, mais ce n'est pas une habitude héritée de avant. Alors, on va voir, il y a un petit intermède comique, je veux dire. Non, c'est pas lui. Tiens, ils se sont pas mis dans le bon ordre. Oui, il y en a une qui me manque. Que calculez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Il y a... Alors, je l'ai là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La clé USB avait... Voilà, alors il y a un très joli commentaire. Le professeur qui est exaspéré de passer son temps à réécrire les énoncés, il lui dit, mes erreurs de correction, parce qu'il s'est trompé, il a pensé que l'énoncé était autre chose, puis il a tout passé au correcteur, et en lui disant, mes erreurs de correction viennent de vos initiatives malheureuses. Alors, pour une fois qu'elle avait des initiatives, la pauvre enfant. Alors, voici donc une erreur fraîche. Nous sommes là dans l'activisme qui est dû à la compréhension du mot. Tout à l'heure, nous étions dans autre chose que nous allons voir donc dans l'exemple suivant, que voici. Alors, ce que j'appelais tout à l'heure les expressions appétissantes, c'est-à-dire... Supposons ici 24 moins 4, c'est tentant, ou bien 4 plus 3, c'est tentant, ou bien 1,5 plus 2,5. Eh bien, la petite Anaïs, elle fait justement, comment dirais-je, elle est entre activisme et passivité. C'est-à-dire... elle a rajouté des signes de façon de se mettre à l'abri. C'est exactement ce que vous disiez, Sophie. Elle a rajouté des parenthèses. Vous les voyez? Et elle lui dit, il n'y a pas de parenthèse. Mais pour se mettre à l'abri, pour arriver à faire les choses sans être rongée par l'incertitude, elle a mis ses propres parenthèses. Bon, donc, effectivement, il n'y a pas de parenthèse. Ceci n'est pas l'énoncé. Il faut recopier l'énoncé sans le modifier, puis appliquer les priorités. Et là, elle s'est fabriquée elle-même non, c'était bien 18 moins 2 multiplié par, elle a fait le 18 moins 2 égale à 6. Ah oui, c'est ici qu'elle s'est fabriquée elle-même un piège. 4 fois 15 moins 15 égale 4 fois 0. Bon. Alors... voici en janvier, c'est-à-dire encore un mois plus tard ou 2, 7 cinquièmes moins 2 cinquièmes égale 5 cinquièmes. Donc, il y a quelque chose à comprendre. On a ou la force du mot, priorité, ou la force des lectures anciennes, ce qu'on appelle des lectures anciennes, c'est-à-dire une lecture qui se fait dans la linéarité. Comment faire pour se sortir de là? Et cette lecture qui est faite dans la linéarité,
vous savez très bien à quoi elle est due. Vous devez sûrement voir des élèves qui, quand vous avez cette écriture-là, par exemple, 21 moins 3 fois 5, non, faisons le contraire, parce que là, il ferait 21 moins 3. Mettons 7 fois 5 moins 2 fois 4, etc., égale 7 fois 5, 35, égale, etc. Hein, c'est-à-dire, ils font la première chose. C'est l'école, ça. Et l'école qui vous apprend que si vous avez un signe là, c'est tout de suite ça qu'il faut faire. C'est 23 moins 5, c'est la linéarité. Quand, par exemple, j'anticipe, mais quand je dis ici, mettons 17, voilà, 17 moins 5, ça n'existe pas. Ils ouvrent des yeux extraordinaires. Le 17 moins 5 n'a pas d'existence. Mais il n'a que de l'existence pour les élèves. C'est 17 moins 5 d'abord, multiplié par 2 après. On n'a pas vu de coexistence d'opération. Bon, alors, essayons de comprendre qu'est-ce qui freine à ce point la possibilité de comprendre ces règles de priorité. Il faudrait pouvoir faire des analyses de forme. Il faudrait pouvoir dire... Il faudrait pouvoir dire, si j'ai ça, que j'ai ça, que j'ai ça, et que je veux tout compter ensemble, voilà, ça fait une somme de 3 termes. J'ai additionné et j'ai obtenu quelque chose qui est un résultat, qui est une somme. Le résultat, c'est ça. Bon, impossible. Impossible. C'est parce que quand vous allez voir ce que vous allez voir, cette analyse de forme, elle est pas du tout, voilà, elle n'est pas du tout à, comment dirais-je, voilà, à la portée des élèves de collège. Alors, regardons ce qui se passe ici. On vous explique que, vous voyez, c'est dans un livre de 6e. Donc il y a quelques années qu'on a besoin de connaître les mots somme, produit, quotient, etc. Et donc, dans les livres, on retrouve, en début de collège, les définitions suivantes. Plusieurs nombres appelés termes, on dit qu'on additionne 14 à 8 ou qu'on ajoute 14 à 8. Et les termes et la somme. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça ? Qu'est-ce que vous pensez de cette définition ? Je donne un exemple de 2 termes. Attendez, tout le monde. Monsieur. Ça donne une importance considérable au résultat numérique au détriment de l'analyse. Absolument. Et Là, il n'y a que 2 termes. oui. Il peut y en avoir plusieurs. D'une part, oui, mais nous savons qu'une opération de loi de composition, c'est 2 termes. Elle peut s'étendre après, mais sa définition se fait bien à partir d'un couple de termes. Vous avez absolument raison, au détriment de l'analyse et au détriment de la réalité. C'est-à-dire que la somme, c'est pas 22. La somme, c'est 8 plus 14. En voyant 22, qui penserait que ça provient de 8 plus 14 ? Il n'y a aucune raison. 22, ça peut être le résultat de milliers de combinaisons, de quelques-unes s'il ne s'agit que d'entiers naturels et d'addition. Donc, 8 plus 14 est le résultat de l'addition. Et vous n'imaginez pas le mal que j'ai quand je fais travailler des professeurs des écoles, de leur faire distinguer l'un de l'autre, pour qu'ils le fassent distinguer à leurs élèves. À l'école primaire, on mélange pour l'instant, et c'est un des pires archaïsmes, une des pires difficultés que vous avez au collège et au lycée, distinguer l'opération du calcul.
La distinction opération-calcul, elle est cruciale. Elle est cruciale à l'école primaire. Nous ne sommes pas, c'est pas mon sujet ici, quoique j'ai quelques documents, mais bon, on n'aura pas le temps, où la seule, comment dirais-je, finalité de n'importe quel exercice, c'est de trouver le combien ça fait. Et pas du tout d'avoir, comment dirais-je, réfléchi à, justement, ça met en jeu aussi la question de l'abstrait et du concret. Vous savez qu'à l'école primaire, on leur fait faire énormément de dessins. Hein. Tu dessines la situation. Il y a des enfants qui sont allés jusqu'à dessiner 250 petits ronds signifiant des gâteaux. Alors, une première fois, ils ont dessiné les 250 et après, il fallait les grouper par. Donc, ils ont recompté. Je veux dire, on n'a plus besoin de mathématiques. À partir du moment où on est dans du dessin, on n'a besoin que de compter. Hein, si je vous dis voilà, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en enlève 5, il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas besoin de mathématiques. Les mathématiques, ça commence à papier-crayon, ça commence à l'objet absent. Si l'objet est présent, plus besoin. Vous voulez une mesure, vous mesurez. C'est d'ailleurs tout l'ennui qu'il y a dans nombre de problèmes de géométrie. Les élèves prennent la règle. Bon, ben bien sûr, la matérialité de l'objet fait que, eh ben, s'il est là, je ne vois pas pourquoi on se casserait la tête. Donc, la question des opérations, elle est cruciale. Il y a, parce que moi je disais à vos collègues, je travaille justement sur la manière dont l'école n'arrive pas à préparer justement les enfants à comment dirais-je, à ce rapport-là, un rapport mathématique au nombre, un rapport mathématique aux opérations et au calcul. Et je suis en train de travailler sur le chapitre que j'ai appelé la malédiction de l'addition. Nous allons la retrouver, la malédiction de l'addition. C'est-à-dire, on additionne n'importe quoi avec n'importe quoi, d'où les 2A plus 3B égale 5AB direct. Tu as 2 œillets et tu as 3 roses, ça fait combien de fleurs? Mais c'est sur les œillets et les roses qu'on va compter les fleurs. Si on disait 2 fleurs plus 3 fleurs à la rigueur, on dirait 5 fleurs. Et on n'est pas en mathématiques. Mais il faut que l'identité des objets soit les mêmes. Bon, bref. Donc, la question fondamentale, une opération, elle est destinée à quelque chose et elle est sécrétée par quelque chose et destinée à quelque chose. En ceci, les maths modernes avaient du bon. Elles avaient apporté, je sais qu'il est bien vu maintenant d'en dire tout le mal possible, imaginable, mais l'idée que, à partir de 2 nombres, A et B, on obtient, avec les lois de composition étoile, A étoile B, voilà, c'est fait. L'opération est faite. Et ça n'est pas très difficile, le travail que je fais avec les enseignants, quand vous dites, par exemple, voilà, comment je trouve le chemin qui me mène de là à là, sachant que, eh bien, si je fais grand L plus petit L, j'ai fait quelque chose. Ça fait combien? J'en sais rien. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai obtenu quelque chose qui s'appellera une somme. L'opération s'appelle l'addition. Elle a correspondu à une certaine intention, etc., etc. Tout le monde a le plus grand mal possible à l'école de penser que, ayant fait ceci, on a trouvé quelque chose. On a trouvé l'air, etc., etc. Bon. Donc, il m'arrive, avec les enseignants de l'école, de leur dire, je vais vous poser
une question sous une forme très sophistiquée, alors que quelqu'un qui se méfie quand même, mais ça fait rien, vient au tableau et je dis voilà, on a deux nombres, 3 et 2, je vais vous poser une question sous une forme très sophistiquée, je vous prie d'agir sur ces deux nombres-là par une addition. Agir sur ces deux nombres-là par une addition. Alors en général, ils rigolent, ils font ça, et puis ça. Voilà. Vous avez l'heure? C'est la même chose que précédemment. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'heure? Oui. Ah oui, j'ai hâte. On commence. Vous avez l'heure? Oui. Vous pouvez me la dire? Oui. Il est. Il est. Quelle heure s'il vous plaît? 14h15. Voilà. Alors, à partir de ce petit drame tragique, merci, vous m'en voulez pas. Eh bien, si c'était pas un 3 et un 2, et si c'était 2649 et 236,75, est-ce qu'on pourrait tout de suite, voilà, c'est ce tout de suite qui rabat l'une sur l'autre l'opération, c'est-à-dire la décision de les compter ensemble, et le calcul. Maintenant qu'il y a des calculettes, on peut très bien expliquer aux enfants que l'opération, c'est dans leur tête. Et ils adorent ça. L'opération, c'est une décision qu'on prend dans sa tête pour répondre à une question, à une situation donnée. Le calcul, on peut le déléguer. L'opération, on ne peut pas la déléguer. D'accord? Eh bien, je vous assure, vous allez voir que cette distinction opération-calcul, elle est fondamentale pour vous dès les débuts du collège, dès la suite du collège et même dans les débuts de la seconde. Encore quelques mots à propos de cette définition. Donc, déjà, il y a une erreur. Hein. La somme, ce n'est pas 22, c'est 8 plus 14. Est-ce que vous voyez autre chose? C'est pour moi, ça? Je fais comme si. Alors, est-ce que vous voyez autre chose? Non? Il manque le sens de l'opération. Il manque la signification de ces opérations. Là, on a nommé des opérations sans dire ce que ça recouvre. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une circularité. L'addition, c'est pour trouver une somme, et une somme, ça se trouve comment? Grâce à une addition. Et l'addition, ça veut dire quoi? Et ça sert à quoi? Voilà. Vous me direz, c'est pas facile à... non, ce n'est pas facile. On peut au moins prendre une distance avec. C'est-à-dire dire que ça répond, que, on parlait de nécessité tout à l'heure, les choses qui arrivent avec nécessité, eh bien, que ça répond à une nécessité. Mais qui est justement quoi? Qui est justement l'absence? Qui est justement la distance? J'ai dans un sac 456 oranges et dans un autre, j'en ai 253. Si je les mets tous dans un... bon, ça fera combien? Je ne vais pas m'amuser à les compter, je ne vais pas m'amuser à les dessiner. C'est là que papier, crayon prennent leur place, plus la nécessité d'une opération. D'accord? Il y a encore un défaut à cette définition-là. On dit qu'on additionne 14 à 8. Pourquoi? Oui. Oui, en fait, on dirait qu'il y en a un qui agit sur l'autre. Exactement. Alors qu'ils sont... oui. Exactement. C'est-à-dire, alors qu'ils sont, comment? Qu'ils sont? En fait, ils pourraient traverser. C'est une opération symétrique. C'est une opération qui? C'est symétrique comme loi. Oui, c'est-à-dire que, en effet, il y a la commutativité, mais quand même. Quand on dit additionner, est-ce que c'est tout à fait la même chose qu'ajouter? Eh bien, il y a une nuance de sens importante. C'est que quand on additionne, les deux termes sont contemporains l'un de l'autre. J'ai A et B, je fabrique A étoile B. Tandis que quand j'ajoute, c'est tout le sens des problèmes. Il attend, on lui donne tant. Combien a-t-il maintenant? Le fameux maintenant, qui veut dire qu'il y a une chronologie.
qu'il y a un terme premier auquel on ajoute quelque chose. C'est important dans la mesure où ça met en jeu les questions de variation et de transformation et d'augmentation, c'est-à-dire de fonction. D'accord? Bon, alors, passons et voyons maintenant. Ah oui, c'est marrant. Ça, c'est le livre, on n'a pas eu le cahier. Pas très... Alors... Je comprends pas. Il a absolument avalé les... Bon, ça ne fait rien. Il y avait un cahier dans lequel il y avait exactement la même chose. Alors, cette confusion, justement, entre une opération et un calcul a, si j'ose dire, pour vous, des conséquences incalculables. C'est-à-dire que toutes les formes obtenues à partir des opérations seront très difficiles à comprendre. Comme vous le savez, les mots somme, produit, différence et quotient si un élève ne sait pas qu'une somme se fait avec des signes séparateurs, tandis qu'un produit, ce sont des signes agrégateurs, c'est-à-dire le produit agrège, les sommes désagrègent, si j'ose dire. Ça n'est pas difficile, au collège, de reconnaître des formes. Une fois qu'on sait ça, par exemple, on écrit « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Oh ben c'est une somme. Et maintenant, un produit. Et maintenant, une somme. Et maintenant, un produit. Et maintenant, un produit. Et maintenant, plus un, une somme. Je veux dire, en fabriquant comme ceci une expression qui est, selon les cas, qui se lit, sans compter que, qui se lit comme une somme qui se voit, sans compter quelque chose d'essentiel que je crois pouvoir vraiment affirmer comme étant essentiel, à savoir, c'est un exercice que je donne très souvent, non, pardon. Exercice de lecture. Alors, en général, je demande qu'on remplace A, B, C, D par des nombres faciles. Ce n'est pas le calcul qui a de l'intérêt, c'est de savoir si les formes sont reconnues en tant que telles. Par exemple, A égale 10, B égale 5, C égale 3, D égale 2. Bon, très bien. Si les élèves, et il y en a évidemment, qui trouvent 75, 75, 75, 75, ce qui veut dire qu'ils ont tout lu pareil. Ce qui veut dire qu'ils ont fait dans la linéarité ça plus ça, multiplié par ça plus ça. Bon. Alors d'accord, donc on fait lire à un élève. Vas-y, tu lis à haute voix. A plus B. Non. Non. Recommence. A égale. Oui. A plus B. Non. Alors là, voilà. Il y a des petits chocs comme ça de savoir qui sont tout à fait intéressants. A plus B. Non. Il n'y a pas A plus B. Alors qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on va analyser ça. C'est une somme de combien de termes? 2 termes, lesquels A tout seul, B fois C plus D tout seul.
Alors on relie, et par la voix, il passe du sens. Donc A égale, vas-y, A, avec la voix qui remonte. Ça, dans aucun livre, on ne peut le lire, je ne peux l'écrire dans aucun livre. Il faut une personne vivante pour ça. A plus B facteur de C plus D. Ah, et c'est fini, c'est plus pareil. Donc, si j'ai des nombres, je ne vais pas me précipiter. Si j'ai 10 plus 3 facteur de 4 plus 5, ben ça fera pas 13 fois l'âge. Ça fera 10 plus 3 fois 4 plus 5. Deuxième lecture, après deuxième analyse, qu'est-ce que c'est? Une somme. Combien de termes? 3. Lesquels? A, B fois C, D. Vas-y, tu lis. A plus B fois C plus D. Voilà. Le sens, il passe par la voix, par la lecture, par la coïncidence entre le lu, le su et l'entendu. Et ça continue. Alors, est-ce que j'ai A plus B quelque part? Eh bien, pas encore. A plus B facteur de C plus D. Somme de deux termes. D, A plus B, le voilà. A plus B, facteur de C plus D. C'est un seul terme qui est un produit. Un produit de quoi? De deux sommes. Comment je peux le calculer? Ben, quand j'aurai les sommes, je serai obligé de les mettre en clair pour pouvoir calculer. Quand est-ce que je peux calculer une somme, un produit, etc. Ben, quand les deux termes sont en clair, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes sous forme de quelque chose d'autre. D'accord? Donc, vous voyez, tout ce travail sur les erreurs de ce qu'on appelle priorité, en réalité, ça renvoie tout simplement à ça, l'incapacité où sont les élèves, parce qu'ils n'en ont pas les moyens d'analyser des formes. Donc, quand vous allez utiliser avec eux les mots somme, produit, quotient, etc., ça fait un vacarme dans leur tête. Un vacarme. Une somme, ça peut être une somme d'argent, un produit, ça peut être un produit ménager, je vais dire, c'est du bruit, ça ne renvoie à rien. Donc, on est obligé au collège de reconstruire ça. Je sais que vous avez des collègues, j'ai vu ça sur le web, qui disent, en seconde, on n'a pas à rétablir le sens de somme, produit, etc. C'est vrai, ça devrait être fait. Mais si ça ne l'est pas, si ça n'est pas en classe, si vous repérez justement que les formes, proms, etc., les calculs ne sont pas, que faire? Donc, je crois que ça n'est pas difficile, juste en seconde, compris, de pouvoir retravailler la question des formes. Ne serait-ce déjà que les reconnaître, et une fois qu'on les a reconnus, de faire les calculs qui vont avec. Les calculs, il suffit que les calculs soient simples, c'est pas la peine de les parsemer avec des racines carrées, des fractions et des décimaux. Il suffit que ce soit simple pour que simplement on comprenne et qu'on renvoie ce mot priorité ailleurs. Priorité, je n'ai pas trouvé de trace de ce mot avant la réforme des matériels. Je crois qu'il est venu. Ben ça, c'est pas une conquête, hein, parce que c'est une règle qu'on apprend par cœur, sans la comprendre, avec. Vous voyez le poids qu'elle a. Bon, j'ai prévu qu'on parlera aussi des équations, donc je ne vais pas m'attarder. Alors, justement. On peut vous poser une question? Oui, bien sûr. J'en profite parce que j'ai jamais obtenu une réponse claire là-dessus. Pourquoi la multiplication est prioritaire sur l'addition, si ce n'est parce qu'on a établi cette propriété sur la loi? Mais moi, quand les élèves me posent la question, j'ai l'impression que c'est qu'un dogme et que je ne saurais pas leur répondre. Et je suis bien embêtée. Moi, j'ai mon interprétation, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit... Vous savez, les écritures ont mis beaucoup de temps à se stabiliser. Elles ont mis beaucoup de temps à se stabiliser par rapport à des signes. Hein, les signes multipliés, divisés, etc. sont arrivés très tard.
Eh bien, la manière dont ça s'écrivait au départ, ce qu'on appelle l'algèbre rhétorique, c'était avec P pour plus, M pour moins, et je ne sais plus, il devait y avoir un signe pour multiplier, c'est dans le dictionnaire, mais je ne me souviens plus très bien. Mais moi, je dis que simplement, ça a l'air de suivre le langage. Quand vous dites une centaine plus 3 douzaines, il ne vous vient pas à l'idée, mettons 200 plus 2 centaines plus 3 douzaines, il ne vous vient pas à l'idée, premièrement, de compter 2 centaines avec 2 douzaines, et si vous devez faire le calcul, c'est 2 fois 100 plus 3 fois 12. Vous voyez? Donc, le signe, l'idée de multiplication, elle est agrégatrice. Et d'ailleurs, vous me mettez tout de suite sur une chose que je trouve qui importe à l'extrême, c'est-à-dire le sens de la multiplication. Je voudrais très vite, là, vous dire une des énormes difficultés qu'ont les élèves aussi. Alors là, c'est, je disais tout à l'heure, la malédiction de l'addition. Attendez, on va y revenir. Alors, voilà les conséquences. Alors, pourquoi est-ce que j'ai confusion 2 avant confusion 1? Ben parce que le 1 a disparu, c'est pareil. Il est en dessous. Vous le voyez? Oui. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne veux pas. Alors, confusion 2 avant confusion 1. Vous voyez, ce n'est pas un produit de facteurs, toujours la même erreur. Quant à ça, on est en première ou en terminale, un tableau de signes pour 2x2 moins 3x plus 1. Voilà. Voilà. Tableau des signes uniquement pour les produits et les quotients. Encore faudrait-il savoir, seulement on est en terminale là. Vous voyez, quand les choses s'accumulent, et puis un signe moins, x moins 5 facteur de moins x moins 5 moins x plus 5, etc. Eh bien, voilà une équation à laquelle il y aura 4 solutions. 3 parce qu'il y en a une double. Le signe moins n'est simplement pas vu comme un signe moins. Il ne voit que les binômes du premier degré. Voilà. Alors, voilà ce que, en quatrième, un signe multiplié, là, x plus 1 multiplié par x plus 2, la multiplication reste plus ou moins en jeu, assez floue, et puis tout passe à la trappe de x plus 1 plus x plus 1 plus 2, et puis elle ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Et puis là, il y a un x2 qui brusquement fait son apparition. On ne sait pas pourquoi. Alors, vous confondez multiplier plus et moins. Il n'y a pas de confusion. Ça aussi, c'est un... Comment dirais-je? Qu'est-ce que... Il y a un vice logique dans le fait de dire vous confondez. Est-ce qu'on peut confondre au présent? Est-ce qu'on peut? Je sais bien qu'on est après déjeuner, mais est-ce qu'on peut confondre au présent? Est-ce qu'on peut dire je confonds? Bien sûr. Parce que si je confonds, je ne me confonds pas. D'accord? Ça veut dire que je n'ai qu'un seul objet en face de moi. Si je confonds, confondre, c'est fondre en un seul. Donc ça veut dire que quand je dis je confonds les deux jumeaux, c'est je n'en vois qu'un. Ça veut dire que je vois tout le temps la même personne. Bon. C'est quand je ne confonds plus que je peux dire j'ai confondu. Donc dire à un élève vous confondez, non. Ça veut tout simplement dire que pour lui, tout est équivalent. Hein? Il suffit de voir une parenthèse à côté d'une autre parenthèse, qu'il y a un moins, un plus, n'importe quoi, il ne confond rien du tout. Il va faire
le processus de distributivité, de distribution. Bon, ici, très bien. Alors, donc, vous voyez à quoi on s'expose avec le fait que les élèves n'aient pas les moyens d'analyser des formes. Non seulement il faut les analyser, mais il faut les expliciter, il faut pouvoir les parler. Hein. C'est-à-dire que ça passe par la voix, ça s'incarne dans la voix, et que ça puisse être, comment dirais-je, et que ça puisse être éventuellement, je cherche le mot, qu'on puisse en dire la raison. Qu'est-ce que c'est une somme? Qu'est-ce qu'on a voulu faire? À ton avis, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Pourquoi on a voulu le faire? Bon, alors, donne-moi un exemple. Où est-ce qu'on ferait une somme? Un produit. Je vous disais que la question du produit, c'est-à-dire le résultat d'une multiplication, c'est rarissimement un résultat. Hein. C'est en général la description d'une situation qui est déjà toute faite. Comment je vais dire ça? Le drame de l'école, si j'en étais plusieurs, mais bon, vous avez compris, supposez que j'en ai 7 comme ça, le drame de l'école, c'est d'écrire 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. C'est épouvantable. Et non seulement ça. Je l'ai dans un autre fichier. C'est de dire, c'est un 4 répété 7 fois. Ben vous verrez, regardez dans le cahier de l'école, des écoliers. Un 4 répété 7 fois, ça fait 4 multiplié par combien? Ça fait 4 multiplié par 8, c'est exactement comme quand on travaille sur les puissances. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est A puissance 3? C'est A multiplié par lui-même 3 fois. Ah bon? Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai multiplié A par lui-même 3 fois. Ça me donne la puissance 4. Et oui. Ben, c'est pas ça. Donc ça n'est pas ça. Et quand j'aurai... Alors je leur dis, ah bon, d'accord, et A puissance 100, A multiplié par lui-même 100 fois, ah bon, etc. Bon. Mais on sait très bien, parce que la première réponse qu'ils donnent, c'est aussi A fois A fois. Alors à ce moment-là, je leur demande, A à la puissance 100, tu vas me dire A fois A fois A fois A fois A. Bon, alors c'est quoi? Eh bien, A multiplié par lui-même 100 fois. Je dis, d'accord. Donc, j'utilise cette définition pour A puissance 3, c'est A multiplié par lui-même 3 fois. Mais ça donne A puissance 4. Alors, ah oui, alors c'est A multiplié par lui-même 2 fois. Pour A puissance 3, tu vas dire A multiplié par lui-même 2 fois. Et pour A puissance 100, tu diras A multiplié par lui-même 99 fois. Et pour A puissance M, qu'est-ce que tu vas dire, sachant que ah non, c'est pas ça. Alors, je vous assure qu'arriver à extraire... Bon, quand je dis A multiplié par B, qu'est-ce que c'est? Un produit. On dit un produit de facteur. Ah, le mot facteur n'a aucun sens dans leur tête. Ou alors, un produit de facteur. D'accord. Donc voici un produit de 2 facteurs. Et si j'écris ça, c'est un produit de 3 facteurs. Eh bien, autrefois, on l'écrivait, comme on écrit ça en raccourci, ça. Et bien ça s'écrivait comme ça. Ah! Dans Descartes, vous avez ça. Et puis, on a trouvé l'écriture raccourcie que voici. Et qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on a affaire à un produit de 3 facteurs égaux à... Voilà le 3 et sa définition simple. C'est A qui est là 3 fois. C'est pas 3 multiplications, c'est A qui est là 3 fois. Et donc, à ce moment-là,
nous allons trouver un exemple sur les puissances. Au lieu d'avoir des règles de puissance, au lieu d'avoir A puissance 3, mais je vais par A puissance 4, j'ai un produit de 3 facteurs suivi de 4 facteurs, ça fait 7 facteurs, c'est... Donc, ça même, c'est rien du tout. Donc, ce qui manque là, c'est la vision de ce qu'est le raccourci de cette écriture, de ce qu'est ce petit 3 qui n'a plus rien à voir avec celui-là. Et s'il écrit ça, alors moi je l'écris avec des 5, il va falloir apprendre à distinguer ce gros-là de ce petit-là. Eh bien, ils n'ont pas le même rôle, ils ne se comportent pas de la même manière, on ne peut pas calculer de la même façon, etc. etc. Bon. Donc, vous voyez ce travail sur qu'est-ce que c'est qu'une forme, de quoi est-elle le résultat, comment puis-je la dire, comment puis-je la lire, comment puis-je l'entendre, c'est indispensable. Comment vous allez faire du calcul autrement? Je parle de calcul littéral et tout court. Hein. C'est donc un travail qui vous demandera peut-être un peu de temps en début d'année, mais qui sera incroyablement productif pour la suite, qui vous évitera de vous épuiser, de recommencer à expliquer, à corriger, à dire on l'a fait la semaine dernière, etc. Voilà. Il faut qu'il soit capable de distinguer une somme d'un produit, etc. Alors, supposons, ce qui est le cas, pour cet élève de quatrième, le calcul ne se distinguant pas de l'opération, elle vit vraiment dans ce que j'appelle un brouillard de nombres. Alors vous allez voir, si je n'avais pas été moi présente, je n'en aurais pas cru mes yeux. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison, elle a eu un petit problème où il y avait à répartir, je ne dis pas à partager, quelque chose entre deux personnes, ce qu'on appelait autrefois les partages inégaux. Hein. Alors, comme elle n'y arrivait pas, je dis bon, ben, écoute, suppose qu'il y ait 50 euros, 50 euros, tu les partages, le mot partage cette fois-ci, partage équitable, comme on dit à l'école, tu les partages entre deux personnes. 25, ça sort tout seul. Très bien. Je dis maintenant, on va imaginer que ce n'est pas un partage, mais que c'est une répartition, mot très important, et qu'il y en a une personne qui a 8 euros de plus. Voilà, combien auront chacun? Regardez ce que ça a donné. Je vous répète. Une personne 25, l'autre personne 17. Bon, parce que celle qui a 25 a 8 de plus. Je dis d'accord. Alors, combien y a-t-il? Là aussi, mot important, qu'on peut avoir avec les petits. J'ai fait ça aussi en CE2, curieusement, c'était le même problème, quasiment. Mais avec 2 de plus. Vous savez, on leur fait beaucoup trouver des moitiés, des doubles et des moitiés, comme ça. Bon, et puis c'était, il y en a un qui a 2 de plus. C'était très amusant avec une petite de CE2. Mais donc, c'est la même chose en quatrième. Alors, ce mot-là, une contrainte. Qu'est-ce que c'est qu'une contrainte dans un problème? Alors, je dis, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une contrainte? Oh oui, ils le savent. Et s'ils ne le savent pas, on peut se servir de leur expérience de personnes pour l'expliciter. Vous voyez, moi je me sers beaucoup en mathématiques de choses qui sont vécues, ressenties, éprouvées, pour mettre un mot là-dessus et pour pouvoir m'en servir comme on dit, du métamathématique, c'est-à-dire une langue sur la langue mathématique. Par exemple, le statut des lettres. Quand vous dites statut, qu'est-ce que c'est que le statut d'une personne? Comment peut-on... alors, ils disent, ah ben oui, c'est la question du grade, ou alors ils ne le savent pas, et on le dit, on le trouve. Il y a des personnes qui ont des statuts différents, c'est pas bon. Et du coup, les lettres A, B, C, X, Y, Z n'ont pas le même statut. Bon. Quelque chose d'hybride, une forme hybride. Eh bien, une forme hybride, par exemple,
3,5 sur 7,25. On ne peut pas dire que c'est une fraction. Ça y ressemble. Il y a du décimal, il y a de la fraction, tu veux te transformer en fraction, alors faisons-le. Là, c'est une forme hybride, tu ne peux pas t'en servir en tant que fraction. Donc, hybride, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je ne sais pas, on passe à la nectarine, je crois, ou le... Non. Entre la pêche et... Le brugnon, merci. Je crois que c'est un hybride. Hein. Voilà. Donc, contrainte. Tu sais ce que c'est qu'une contrainte? Eh ben, elle ne le savait que trop. Donc, voilà. Combien y a-t-il de contraintes dans ce problème? Là, tu satisfais à une. C'est-à-dire, il y a une personne qui a 8 de moins que l'autre. D'accord. Mais est-ce que ensemble, elles ont 50? Ah non. Alors, eh bien alors, regardez tout ce qui a été fait. 25 multiplié par 8. 25 divisé par 8, ce qui fait 3,25. 25 plus 8, ça fait 33. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc. 33 plus 25, 50 moins 33, 50 divisé par 33. Il y avait une espèce de incroyable, comme si tous ces calculs miraculeusement allaient amener à la solution. Voilà. Donc, la question, c'est vraiment combien ça fait, combien ça fait, combien ça fait. C'est la question de l'école, à laquelle sont assujettés. Du coup, l'opération n'a plus de sens, il n'y a plus que le calcul. Et ça, vous allez le trouver sans arrêt dans tout le calcul littéral, du calcul. 3 et 2, ça doit faire 5. Même si c'est 3x2 plus 2y ou 2x, voilà. Alors, vous voyez, on est en 4e, et j'ai été bien obligée de lui dire ce que c'était qu'une opération, ce que c'était qu'une somme, ce que c'était qu'un produit, etc. On ne peut pas y couper, je n'aurais pas pu avancer. Hein. Alors... La question donc de l'opération et du ça fait, j'ai trouvé sur le web cette chose assez amusante. Un de vos collègues, enfin, je ne sais plus de quelle région. Alors je vous lis le problème. Ah oui, à propos des contraintes, donc, il y avait 2 contraintes, il fallait essayer de voir comment on pouvait y arriver. Il a fallu se demander à quoi sert une soustraction, à quoi sert une division, quand peut-on diviser, est-ce qu'on peut diviser si on n'a pas la même chose, on ne trouve pas pareil, etc. On a fini par comprendre. Alors, c'est une en plus, on a très souvent des enfants extrêmement intelligents, hein. Ça n'a rien à voir avec les moyens intellectuels. Alors voici l'exemple en question qui est assez joli. Pour ranger, c'est un petit problème qui a été donné à une classe de 4e. Et ils disent, pour ranger cet atelier de peinture en désordre, il me faut 6 jours, dit Pierre. 6 jours. Et à moi, il me faut 12 jours, dit Marie. Donc ça c'est Pierre, je ne sais pas pourquoi c'est Marie qui est... Protestons. Mais, faisons le problème. Alors, donc il me faut 12 jours, dit Marie. Si Pierre et Marie travaillent ensemble, combien de temps mettront-ils? Est-ce que vous devinez quelle est la réponse? Ils ont... Comment? Non? 9. Et j'ai posé, figurez-vous, la question à quelques adultes qui m'ont répondu la moyenne. Ensemble, donc 9. Et alors, ce professeur, voici son commentaire. Comment se fait-il
que dans une bonne classe de 4e, le travail étant à faire à la maison, avec suffisamment de temps et de possibilités d'échange, les 3/4 des élèves m'aient donné la réponse 6 plus 2, 12 divisé par 2 égale 9 jours, ce qui induit que 2 personnes mettent plus de temps qu'une seule à ranger l'atelier. C'est pas tant la réponse fausse qui me surprend, mais la généralisation d'une réponse aberrante sans esprit critique. Et bien là, le mot est lâché. Sans esprit critique. Le résultat peut être à des lieues de vraisemblance du problème donné. Fin pas d'abord. Donc, vous voyez les enjeux de opération calcul. Alors, continuons de voir. Alors, toujours un effet de l'école que vous devez connaître. Il n'y a que les nombres et ça fait des compressions. 3 et 4 ça fait 7, 2 fois 7 ça fait 14, et voilà, hop, enlever, c'est plié. Hein. Pareil, 4. Alors A plus 6 ça fait 6A, 2A moins 1 ça fait 1A, 18A plus 3A, 21A, etc. En voici un joli exemple. 7 fois 9A plus 12B, 21AB, ce qui fait 147AB. Et ici, c'est assez joli aussi. 5 moins 3, ça fait 2, 2 et 4, ça fait 6, 6, XYH. Un des plus beaux exemples de ce genre que j'ai eu, de compression, c'est quand même plus commode. Voilà. On ne supporte pas des formes qui soient émiettées. On ne supporte pas. Il faut que ça fasse quelque chose. Alors. Dans tout ça, la langue. Eh bien, la langue s'avère inexistante. On ne parle pas ces choses-là. Ça ne se dit pas. Et donc, ça permet tous les écarts possibles, en particulier sur les fractions. Vous allez voir que, par exemple, eh ben oui, pourquoi ça passe de 9 à 17? Il y a le 10 plus haut. Le 10 est plus haut, non? Où ça? C'est pas la Non, c'est 18. Ah, le voilà. Voilà. Ah, c'est complètement en désordre. Hein. Alors, vous avez un demi, je l'écris comme ça, un demi, plus 4 tiers, égale 5 cinquièmes. Vous voyez que le sens de l'addition, c'est Aurélien qui parlait d'unité tout à l'heure. C'est vous qui parliez d'unité. Des unités, non, c'est Aurélien. La notion d'unité. Oui, on en parlait tous les deux. Il me semble. Ce que ça fait apparaître là,
comme on l'aurait avec des racines carrées, c'est que la notion même du calcul d'une somme est inexistante. Quand peut-on calculer une somme? Et quand peut-on additionner? Et quand peut-on calculer la somme obtenue? Ce qui fait deux choses complètement différentes. Alors, si ça peut vous aider, je vous donne des pistes là-dessus, ou bien... Oui. Oui, parce que, là, encore une fois, l'addition est une des choses les plus... Non, on n'aura pas le temps. Bon, tant pis. L'idée, c'est dire que il faut d'abord qu'une opération ait du sens, et que quand l'opération a du sens, on examine à ce moment-là le calcul pour savoir si lui est faisable. Bon, en deux mots, je n'ai pas le temps de le détailler. Si vous voulez, c'est un petit jeu. Quand est-ce que 2 et 3 font 5? Tout ça avec beaucoup de guillemets. Voilà. Eh bien, quand est-ce que 2 et 3 font 5? On s'amuse vraiment et ça joue sur le sens. Donc, disons que, est-ce que ça a du sens d'ajouter des mètres et des litres? Je ne mets pas kilomètres parce que kilomètre au litre, ça faisait que beaucoup me disaient, bah oui, ça fait 5 litres au kilomètre ou kilomètre au litre. Est-ce que ça a du sens? Bah, ça n'a aucun sens de vouloir compter des litres et des mètres. Donc, cette addition, l'addition n'a pas de sens. Hein? On est d'accord? Elle n'a pas le droit d'exister. Très bien. Est-ce que ça a du sens d'ajouter des mètres et des centimètres? Oui, bien sûr. Est-ce que ça va faire 5? Non. Par exemple, 2 mètres, si j'ai un ruban, il me faut 2 mètres et que j'ai besoin de 3 cm pour la couture, eh bien 2 mètres plus 3 cm, ça sera le tout. Bon. Mais je ne peux pas dire 5, donc je laisse en attente du calcul. L'addition a du sens, le calcul ne peut pas être fait. 2 mètres plus 3 mètres. L'addition a du sens et le calcul est faisable. Et c'est le cas où je peux répondre 5. Vous voyez que les contraintes sont nombreuses là, pour que 2 et 3 fassent 5. Très bien. Et bien à partir de là, aussi bien avec des adultes qu'avec des jeunes élèves, je laisse ça comme étant le modèle et je leur propose, selon les niveaux, vous verrez que selon les niveaux, alors on dit litres, mètres, grammes, mètres carrés sont les éléments du système métrique. Petit a, petit b, petit x, petit y sont des nombres. Alors, supposons que j'ai 2a plus 3b. 2a plus 3a. 2a carré plus 3a. 2 mètres carrés plus 3 mètres. 2 racines de 5, 2 racines de 7 plus 3 racines de 7. 2 cinquièmes plus 2 septièmes plus 3 onzièmes. 2 septièmes plus 3 septièmes. Vous voyez comment on peut le décliner absolument à tous les niveaux avec ce que vous voudrez pour savoir si oui ou non ça a du sens, et si ça a du sens, est-ce que je peux le calculer? Alors ici, pardon, il en manque un, 2 racines de 7 plus 3 racines de 5 ou de 11 mètres. Voilà. Et bien là, vous n'imaginez pas combien de adultes en formation me disent non.
ça n'a pas le droit d'exister. Pourquoi? Mais ça n'a pas de sens. Comment ça n'a pas de sens? Nous venons de dire que petit a, petit b sont des nombres. Donc ça a tout à fait du sens. Mais, est-ce que je peux répondre 5? Eh bien non. Donc ça reste en attente. 2a plus 3a, ce sont des a. Là, ce sont des nombres. Je peux les compter ensemble, etc. 5a. 2a carré plus 3a, c'est barré. Eh bien, 2 mètres carrés plus 3 mètres, ça n'a pas de sens. Donc 2a carré plus 3a, ça n'a pas de sens. Eh bien si, ça en a. Bien sûr que ça en a, ce sont des nombres. Et ça fait combien? Ça fait rien du tout, ça reste comme ça. Vous voyez, tout cet inconfort qui naît des habitudes de l'école. Donc, ici, est-ce que je peux les compter ensemble? Oui. Est-ce que je peux dire 5? Oui. C'est la même unité. Et le concept d'unité est fondamental en, comment dirais-je, pour ce qui est de l'addition. Alors, je propose ça dans le second dictionnaire que j'ai fait, la notion d'unité, qui est unifiante, comme par hasard, et qui permet de parler aussi bien d'unité rationnelle que d'unité irrationnelle. Alors, unité entière, unité rationnelle, unité irrationnelle. C'est-à-dire que vous aurez le même statut pour l'addition, avec deux, qu'est-ce qu'on va dire, mettons 2 douzaines, je l'écris en français, 2 douzaines plus 3 douzaines, que je donne d'ailleurs souvent. Bon, attendez, je finis ça. Donc là, ça fait 5 racine de 7 et non pas 14, parce que là, on peut discuter. Si tu me dis 5, c'est parce que tu as les mêmes unités. Alors brusquement, tu t'amuses à en changer. Tu me dis 5, mais autre chose. Je veux dire, là, on peut discuter. Hein. Ici, ce ne sont pas les mêmes unités, donc c'est dans l'attente d'une conversion. 2 septièmes plus 3 septièmes, ah ben oui, c'est la même unité, je peux. Ici, ça a du sens, bien sûr, ce sont des nombres, mais ce n'est pas la même unité. Et alors, grosse différence avec ça, c'est que il n'y aura pas de conversion qui nous permettra de dire quoi que ce soit. Il faut le supporter comme ça. Ce qui n'est pas peu de chose pour les élèves de supporter une somme qui est en morceaux. Hein? Voilà. Alors, donc, des unités entières, les douzaines, les vingtaines, les centaines, les mille, les millions, ce sont des unités entières, les 1. Bon, les paquets de 5, les paquets de ce que vous voudrez, les unités entières. Les unités rationnelles, ben, voilà, les fractions toutes. Et les unités irrationnelles, eh ben, les racines de 2, les racines de 3, les racines de 7, tout ce que vous voulez. On ne peut calculer une somme, alors, on ne peut additionner que des quantités qui sont de la même nature. Une fois que l'addition a du sens, on ne peut calculer que des sommes qui sont exprimées dans les